Bonjour à toutes et à tous, Sylvie Rochard. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Au cœur de la vie des équipes. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à faire avancer les organisations, à résoudre les situations complexes et à créer les conditions de la réussite collective. Aujourd'hui, nous allons découvrir un métier encore peu connu du grand public, mais dont l'importance ne cesse de grandir dans les entreprises, les administrations, les institutions et les organisations internationales. Le métier de conseiller stratégique. Lorsqu'une décision importante doit être prise, lorsqu'un changement majeur doit être conclu, lorsqu'une crise menace ou lorsqu'un dirigeant doit choisir entre plusieurs options possibles, certains professionnels sont appelés pour apporter du discernement, de la méthode et de la clarté. Mais qui sont réellement ces conseillers stratégiques ? Que font-ils concrètement ? Pourquoi leur rôle devient-il essentiel dans un monde toujours plus complexe ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Patrice Passy, directeur général du cabinet DB Conseil, directeur de l'Institut national d'intelligence stratégique et expert international en management des organisations, intelligence économique et communication d'influence. Bonjour Monsieur Passy et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Rochard. Monsieur Passy, lorsqu'on parle de stratégie, beaucoup imaginent immédiatement les dirigeants, les ministres ou les directeurs généraux. Pourtant, derrière ces décideurs, il existe parfois des hommes et des femmes dont le rôle consiste à éclairer leurs choix. Au fond, qu'est-ce qu'un conseiller stratégique ? Excellente question, Madame Rochard. Encore une fois, merci de m'inviter au cœur de la vie des équipes. C'est une question importante parce que ce métier est peu connu, mais a une importance cruciale. Tous les dirigeants de tous les grands dirigeants de ce monde, toutes les grandes structures internationales, nationales, ont en leur sein des personnes qu'on appelle des conseillers stratégiques. Pour l'instant, la fonction n'a pas encore été complètement précisée, mais plusieurs ont assumé ces fonctions. Et pour éviter que ça ne soit que de l'empirique, nous avons mis en place des outils et des méthodes permettant aux uns et aux autres d'accéder au métier de conseiller stratégique. Alors, le conseiller stratégique est avant tout un professionnel de l'aide à la décision. Je tiens à insister sur ce point. Son métier n'est pas de prendre la décision à la place du décideur. Son métier est d'éclairer la décision. Pourquoi ? Parce qu'une mauvaise décision peut conduire à des difficultés structurelles ou fonctionnelles. Mais une bonne information ne garantit pas nécessairement une bonne décision. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à comprendre ce que cette information signifie réellement. C'est une différence fondamentale. Vous savez que, en général, Madame Rochard, l'expert, on dit souvent, voici ce que je sais. On reproche souvent à l'expert de dire la règle et d'avoir tendance à dire, voici ce que je sais. Le consultant, quant à lui, s'exprime en ces termes, en général, voici ce qu'il faut améliorer. Et le conseiller stratégique dit, voici ce qu'il faut décider. 3 niveaux d'intervention, 3 expertises différentes, mais une même complémentarité, à savoir apporter des solutions aux décideurs, à l'entreprise et aux organisations. Le conseiller stratégique aide le décideur à comprendre les enjeux, à mesurer les conséquences possibles de ses choix et à identifier le chemin le plus pertinent pour atteindre le résultat recherché. En fait, dans la réalité, le travail du conseiller stratégique commence là où l'incertitude apparaît. Là où plusieurs options sont possibles, les conséquences peuvent être importantes. Là où une erreur de décision peut coûter cher à une organisation, à une institution parfois, même à un pays. Certaines décisions, vous le savez aussi bien que moi, engagent un budget. D'autres engagent l'avenir. Monsieur Passy, notre podcast s'appelle « Au cœur de la vie des équipes ».
Quel lien existe-t-il entre le conseiller stratégique et les équipes ? Madame Rochard, je vous remercie pour votre excellente question. Le lien, comme vous pouvez l'imaginer, est bien entendu direct, car aucune décision ne produit de résultat par elle-même. Une décision n'est qu'une intention, comme vous le savez. Elle n'a de valeur que lorsqu'une équipe la transforme en réalité. Pour devenir une réalité, elle doit être comprise, acceptée et mise en œuvre par des équipes. Le conseiller stratégique travaille donc avec le décideur, mais il doit également comprendre les équipes, leurs contraintes, leurs préoccupations, leurs intérêts, leur existence, leur culture. Il n'y a pas de conseil stratégique sans les équipes parce que le conseiller stratégique ne travaille pas seul. Très souvent, les dirigeants pensent avoir un problème technique, alors qu'elles rencontrent en réalité un problème humain. Ils disposent des ressources, ces dirigeants. Ils disposent en plus des compétences, parfois même de la solution. Mais quand les acteurs ne sont pas alignés, effectivement, le désalignement génère beaucoup de problèmes. Le conseiller stratégique devient alors un traducteur entre la vision du décideur et la réalité du terrain. Une stratégie que personne ne comprend n'est pas une stratégie. C'est simplement une idée restée dans la tête de son auteur. Malheureusement, beaucoup ne prennent pas le temps de faire comprendre leur stratégie, de faire comprendre leur vision, puisque la stratégie découle de la vision, de leur faire comprendre leur vision. Très peu pensent que une fois exprimée, la vision est comprise, alors que c'est un travail de terrain répétitif sur le temps long. Malheureusement, quelquefois, certains dirigeants n'intègrent pas dans la mise en œuvre de leur vision le temps long. Merci Monsieur Passy, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la vision et sur le manque de partage de la vision la plupart du temps dans les équipes. Peut-on dire alors que le conseiller stratégique occupe une position particulière dans l'organisation? Que dire? J'hésite à utiliser un mot, mais je vais finir par le dire. La place du conseiller stratégique dans une organisation est absolue. Elle est fondamentale, car le conseiller stratégique occupe une position rare. Pourquoi il est rare? Parce que il doit développer plusieurs compétences en même temps, à la fois multisectorielles et pluridisciplinaires, pour être capable de comprendre simultanément deux univers. Le premier est celui du décideur et son processus décisionnel. Le second est celui des acteurs qui vont exécuter la mission et aussi les capacités d'exécution opérationnelle. D'accord? Le conseiller stratégique est souvent l'un des rares acteurs capables d'entendre ce que les équipes n'osent toujours pas dire aux dirigeants et de comprendre ce que le dirigeant ne peut pas toujours expliquer directement aux équipes. Le décideur s'interroge sur les enjeux, les risques, les arbitrages et les résultats. Les équipes s'intéressent en général sur les moyens, les contraintes, les impacts et les changements. Le conseiller stratégique doit être capable de dialoguer avec les deux parties. Cela nécessite une expérience avérée, tant dans la communication, dans la gestion des équipes et aussi dans le leadership. Il doit comprendre les attentes du décideur, mais également les réalités du terrain. Or, le conseiller stratégique doit développer des compétences lui permettant d'épouser les courbes de la réalité cible. C'est pourquoi il développe souvent une vision systémique, d'accord? Il ne regarde jamais un problème isolément. Il cherche toujours à comprendre les interactions entre les acteurs, les intérêts, les contraintes et les conséquences. Monsieur Passy, nous connaissons tous des organisations composées de personnes compétentes qui pourtant rencontrent des difficultés. Comment pouvez-vous l'expliquer? C'est l'erreur
généralement commises en France, si je peux le dire, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est le constat que nous faisons dans la plupart des organisations qui se nomment en général grands groupes. Pourquoi? Parce que la conséquence n'est qu'une partie de l'équation. Les organisations échouent rarement par manque d'intelligence ou de talent. Elles échouent plus souvent parce que les acteurs ne regardent plus dans la même direction, parce qu'ils ne partagent plus la même lecture de leur avenir. Et au cœur de ces deux déficits, il y a la culture de l'information qui est souvent déficitaire. Une équipe peut réunir d'excellents professionnels, des experts reconnus et des collaborateurs expérimentés. Mais si chacun agit selon sa propre vision, ses propres priorités ou ses propres intérêts, l'énergie collective se disperse et l'organisation perd progressivement sa capacité à agir efficacement. En fait, Madame Rochard, le véritable défi n'est pas seulement de rassembler des compétences, alors qu'en général, le responsable des ressources humaines a tendance à rassembler des compétences, à trouver des talents, de rechercher des compétences rares. Le problème se situe ailleurs. Il s'agit pour l'organisation de construire une vision commune et à faire émerger des valeurs partagées, capables de fédérer les acteurs autour d'un même projet. Savez-vous, Madame Rochard, lorsqu'on intervient dans l'entreprise, la première chose, lorsqu'on met en place, par exemple, les 7 S de McKinsey, on va, dans la recherche des causes profondes, nous allons vérifier, auditer ce qu'on appelle les valeurs partagées dans la structure. Sans vouloir divulguer les secrets de travail, sachez que c'est là donc que se trouvent 90% des problèmes constatés ou la cause des problèmes constatés. Alors, en tant que conseiller stratégique, le rôle est essentiel à ce niveau. C'est-à-dire, le conseiller stratégique aide le décideur à clarifier sa vision de l'avenir. Il aide à identifier les valeurs qui doivent guider l'action collective. Souvenez-vous que je vous ai dit que si chacun agit selon sa propre vision, ses propres intérêts ou ses propres intérêts, une organisation qui fonctionne comme ça, et la plupart des organisations actuellement fonctionnent comme ça, à force de parler de développement individuel, d'épanouissement personnel, on oublie ce qu'on appelle la capitalisation de l'énergie collective qui se disperse du fait du développement des égoïsmes. Alors, donc, le conseiller va permettre d'aider à identifier les valeurs qui doivent guider l'action collective, puis il accompagne leur appropriation par les équipes afin que cette vision ne reste pas celle d'un seul homme, mais devienne celle de l'ensemble de l'organisation. J'ajouterai encore, une équipe devient véritablement performante lorsque chacun comprend non seulement ce qu'il doit faire, mais également pourquoi il le fait, dans quelle direction il avance et au service de quelle ambition collective. Le conseiller stratégique ne se contente donc pas d'aligner des compétences. Il contribue à aligner les consciences, les volontés et les énergies autour d'une vision porteuse de sens et de résultats. J'espère que les auditeurs vont retenir cette phrase. Elle est très chère à ma profession. Le conseiller stratégique ne se contente pas d'aligner des compétences, il contribue à aligner les consciences, les volontés et les énergies autour d'une vision porteuse de sens et de résultats. Une organisation donc commence à devenir puissante lorsque les talents cessent de se juxtaposer ainsi que leurs intérêts et commencent à agir de manière convergente sur, en général, des intérêts à la fois divergents et convergents. Monsieur Passy, le décideur, lui, il est souvent absorbé par les urgences du quotidien. Le conseiller stratégique, il a la responsabilité de regarder au-delà de l'immédiat. Peut-on dire que votre métier consiste à aider le décideur à voir plus loin, plus large et parfois plus vite que les autres ? Madame Rochard, merci encore une fois parce que vos questions vont, on va dire, au centre de nos préoccupations et surtout de notre volonté à valoriser ce métier. En fait, ce que vous venez d'épingler
c'est probablement l'une des principales différences entre un décideur et un conseiller stratégique. Le décideur est souvent confronté à l'urgence. Et en Afrique, on dit souvent, le décideur est souvent confronté aux urgences à géométrie variable. Alors, il doit gérer les dossiers. Et souvent, le décideur devient un décideur pompier parce il déploie plus d'énergie à éteindre les feux du haut déficit fonctionnel, organisationnel, multisectoriel, et il doit donc gérer ces dossiers, répondre aux sollicitations, arbitrer, agir et produire des résultats. Le conseiller stratégique, lui, a une autre responsabilité. Notre responsabilité, c'est prendre de la hauteur. Notre rôle consiste à regarder au-delà de l'immédiat. Là où beaucoup voient un événement, nous cherchons à comprendre une dynamique. Les politiques diraient une crise est une opportunité. Là où il y a donc un événement, nous, on cherche à comprendre quelle est la dynamique sous-jacente. Là où beaucoup voient un problème, nous recherchons la cause racine du problème parce que de tradition et techniquement, nous savons, une fois que la cause a été identifiée, évacuer le problème s'éteint définitivement. Là où beaucoup voient le présent, nous, en général, on s'intéresse sur les conséquences futures des actes du décideur. J'aime souvent dire qu'un conseiller stratégique doit développer 3 capacités essentielles. Sa capacité de voir plus loin, de voir plus large et de voir plus vite. Voir plus loin pour anticiper les conséquences d'une décision avant qu'elle ne soit prise. Voir plus large pour comprendre les interactions entre les acteurs, les intérêts, les contraintes et les opportunités. Voir plus vite pour décider, voir plus vite aussi pour déceler les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des crises. Le rôle donc du conseiller stratégique n'est pas de prédire l'avenir, il est d'aider le décideur à se préparer à l'avenir. Car les crises apparaissent rarement brutalement. Elles sont précédées de signaux que personne n'a pris le temps d'écouter. Malheureusement, le décideur est tellement assailli. Le décideur pompier prend peu de temps pour comprendre et lire les signaux faibles. D'accord ? C'est particulièrement important ce que je suis en train de dire, parce qu'une décision produit toujours des effets bien au-delà de son objectif initial. Une décision prise dans un ministère peut avoir des conséquences économiques, sociales, diplomatiques ou humaines. C'est pour ça que nous déplorons en général, dans le cas de notre métier, ce qu'on appelle la discontinuité de la responsabilité du décideur. Une décision prise dans une entreprise peut modifier la culture de travail, la motivation des équipes ou la relation avec les partenaires. Le conseiller stratégique aide le décideur à sortir d'une culture immédiate des événements pour adopter une vision plus globale. Au fond, notre métier, chère madame, consiste moins à regarder ce qui est visible qu'à éclairer ce qui ne l'est pas encore. Car les grandes erreurs stratégiques ne viennent pas toujours des mauvaises décisions. Ma petite expérience me renseigne qu'elles viennent souvent des conséquences qui n'ont pas été anticipées, et c'est précisément là que nous apportons toute notre différence, notre valeur et surtout notre côté irremplaçable. Je vous remercie pour ces précisions, Monsieur Passy, qui sont quand même tout à fait essentielles. Le conseiller stratégique n'a généralement aucun pouvoir hiérarchique. Pourtant, il influence parfois des décisions majeures. Comment cela est-il possible ? Le conseiller stratégique évolue en général dans des contextes mouvants, durs, difficiles. Il est au cœur des tentations, des enjeux et des difficultés. La menace rôde, la menace de l'erreur, la menace de la confrontation, la menace de la jalousie. Ce dernier donc est confronté à tant de situations qui l'obligent à faire preuve de 2 situations ou de 2 qualités ou de 2 compétences. La première, le conseiller stratégique doit, pour bénéficier pour développer une certaine influence, il doit mettre en place ou développer là où il exerce ce qu'on appelle l'autorité de compétence.
Cette autorité de compétence vient en général de son autorité intellectuelle. Il doit être une personne qui, quand elle intervient, ne s'impose pas, mais plutôt ses capacités, ses compétences, son expérience l'imposent. Et donc, le conseiller stratégique développe ce qu'on appelle on lui reproche souvent d'avoir une influence. Cette influence n'est pas mystique, parce que l'influence ne vient pas de l'autorité. L'autorité permet parfois d'obtenir l'obéissance, mais l'influence qui naît de son autorité de compétence et de son autorité intellectuelle, permet d'obtenir l'adhésion. D'accord? Son influence vient de sa valeur intrinsèque et la valeur de sa pertinence. Un décideur écoute un conseiller pour plusieurs raisons. C'est pas parce qu'il est son parent, c'est pas parce qu'il est son ami. Je suis intervenu dans plusieurs pays, je n'ai jamais été soutenu, je n'ai jamais connu quelqu'un, mais c'est la qualité du dossier technique qui a permis que, face aux concurrents internes ou nationaux, que nous puissions être retenus. Donc, le décideur écoute un conseiller pour plusieurs raisons. Parce que il est crédible, parce que la crédibilité génère cette confiance, parce que ses analyses sont pertinentes, parce qu'il comprend réellement ses enjeux. C'est important que le décideur décèle en vous votre capacité de dégager son profil psychologique rapidement et de s'adapter pour pouvoir lui proposer des réponses adéquate aux questions ou aux attentes du décideur. Alors, le conseiller apporte des éclairages nouveaux. Le conseiller n'est pas un religieux qui vient lire les versets, il n'est pas un approximatif, il est d'une précision importante. Le conseiller apporte souvent des éclairages nouveaux parce que il lit les angles morts, il va dans les déficits, il comprend les interstices et il propose toujours les marges de manœuvre parce qu'il a une lecture systémique des différents enjeux et des différentes situations. Alors, le conseiller stratégique ne cherche pas à imposer son point de vue. Lorsqu'un conseiller stratégique commence à imposer son point de vue, il faut supprimer le mot conseiller parce qu'il ne conseille plus, d'accord? Il commence à gouverner. Le conseiller stratégique influence, mais il n'impose pas, d'accord? Et l'influence durable repose toujours auprès du décideur sur la confiance. C'est pourquoi la relation avec le décideur est essentielle. Et c'est clair que dans des cercles de pouvoir où les enjeux sont complexes, ce que les personnes autour du décideur font, c'est d'empêcher l'accès à ce décideur parce que ils savent que la relation de confiance peut leur faire de l'ombre, et dans la lutte de pouvoir, on regrette souvent ce genre de situation. Alors, donc, je disais qu'un conseiller stratégique a des conditions, parce qu'il a des devoirs et des obligations. L'une des obligations, c'est il doit être loyal, d'accord? Un conseiller stratégique n'est pas un anarchiste, n'est pas un cupide, n'est pas un anarcho-profito-situationniste, mais il doit être loyal, discret, cohérent et utile. Je vois, Madame Rochard, que quand je parle de l'anarcho-profito-situationniste, je vous arrache un sourire, mais c'est pour dire que le conseiller stratégique agit sur le temps long. C'est pas un opportuniste de base, c'est quelqu'un qui agit selon la vision du décideur, selon les orientations reçues, les attentes du décideur. C'est pour ça que la confiance avec le décideur se construit dans le temps, et lorsqu'elle existe, elle devient un levier extrêmement puissant pour le conseiller pour créer ce qu'on appelle un écosystème d'adhésion. Non, mais c'est vraiment parfait, Monsieur Passy, parce que ces précisions aident tout un chacun à comprendre justement ce métier qui est encore peu connu, comme on le disait tout à l'heure. Monsieur Passy, une décision peut être excellente sur le plan technique et pourtant ne produire aucun résultat sur le terrain. Comment un conseiller stratégique est-il un dirigeant à transformer sa vision personnelle en projet collectif partagé par les équipes? Nous savons tous qu'un changement ne se décrète pas. Nous le savons tous qu'un changement au niveau national dans une organisation ne se décrète pas, d'accord? Et que
Aucune organisation au monde ne se transforme par la contrainte, mais c'est par l'adhésion. D'accord? Et notre rôle consiste donc à aider le décideur à clarifier sa vision, à identifier les valeurs qui doivent guider l'action collective et à les rendre compréhensibles pour l'ensemble des acteurs. Je vous informe, si vous le voulez bien, excusez-moi de m'exprimer ainsi, une vision, chère madame, n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Mais pour la partager, il faut que le collectif s'identifie à cette vision, que cette vision puisse par la communication rassembler, que cette vision puisse traduire les attentes et les besoins du décideur qui interagissent plutôt avec les attentes et besoins aussi des exécutants. Et ça, c'est pas évident parce que nous avons une expérience. La plupart des structures entendent parler de la vision, ont une idée un tout petit peu légère de la vision, mais oublient que c'est le squelette de l'adhésion et le squelette de la motivation. Alors sans ça, il est quand même assez difficile. Beaucoup de dirigeants ont une vision, mais peu parviennent à la transformer en mouvement collectif. J'ai quand même, cela fait plusieurs années que nous intervenons et je constate que il y a des valeurs qui sont énoncées dans la plupart des documents des organisations, mais ces valeurs n'ont pas de force parce qu'elles ne se traduisent pas dans la réalité, parce qu'elles ne sont pas vécues. Le conseil stratégique, c'est agit précisément comme un passeur entre la vision du décideur et l'engagement des équipes. Notre mission, c'est d'être la croix de transmission avec nos outils, nos méthodes entre la vision du décideur et l'engagement des équipes. Notre rôle est de transformer une ambition individuelle en dynamique collective, car les équipes ne se mobilisent durablement ni pour une procédure, ni pour une instruction. Elles se mobilisent pour un projet qui fait sens. Alors, la plupart des organisations, effectivement, ont perdu le sens, soit par excès de tribalisme, soit par clientélisme, soit par despotisme, soit pour plusieurs raisons. Plusieurs organisations n'ont plus de projets qui font sens. Notre travail consiste justement à recréer cette vision, ces valeurs, ces missions, afin que l'ensemble de l'énergie collective soit mobilisée autour d'un projet qui fasse sens. Alors, le sens, c'est un travail, c'est un travail long et lourd que nous savons faire parce que nous savons aussi que les équipes ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes parce qu'on le leur demande. Elles le donnent lorsqu'elles comprennent pourquoi cela compte. Et lorsqu'une vision devient une vision commune, je vous garantis, madame, les énergies cessent de se disperser et commencent à converger vers un même objectif. Monsieur Passy, lorsque nous évoquons le métier de conseiller stratégique, beaucoup imaginent immédiatement les cabinets ministériels, les hautes administrations ou les sphères de pouvoir. Pourtant, on retrouve également des conseillers stratégiques dans les entreprises, dans les organisations internationales, dans les ONG ou encore dans les grandes institutions. Finalement, qu'est-ce qui rapproche tous ces univers ? Vous me posez la question, chère madame, qu'est-ce qui rapproche tous ces univers ? Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ce qui les rapproche est beaucoup plus important que ce qui les différencie. Que vous dirigez une entreprise, un ministère, une collectivité, une ONG ou encore une organisation internationale, tout dirigeant que vous êtes, sachez-le, vous serez toujours confronté à la même question. Laquelle ? Comment prendre la meilleure décision possible dans un environnement complexe ? Pourquoi complexe et mouvant ? Parce que les contextes changent de plus en plus, les moyens changent de mieux en mieux, les objectifs changent, mais les défis demeurent étonnamment similaires. Il faut arbitrer entre plusieurs options, gérer des ressources limitées, composer avec des intérêts parfois divergents, mobiliser des équipes aux intérêts quelquefois contradictoires, anticiper les risques multiformes et multidimensionnels et obtenir des résultats. Dans une entreprise, les décisions peuvent avoir des conséquences économiques, sociales ou humaines. Je ne vous apprends rien.
Dans la sphère publique, elles peuvent avoir des conséquences sur des territoires, des populations ou des politiques publiques. L'actualité internationale nous édifie chaque jour. Vous voyez bien que l'échelle change, mais les responsabilités demeurent. Et plus la responsabilité est importante, chère madame, plus le besoin d'éclairage stratégique devient essentiel. C'est précisément là que j'interviens. Non pas pour décider à la place du dirigeant, mais pour l'aider à comprendre et l'aider à reprendre du recul lorsque la pression augmente. Il faut qu'on soit capable de dégager, de bien comprendre la situation avaronnesse du chef pour l'aider à distinguer l'essentiel de l'accessoire, pour l'aider à comprendre les conséquences possibles de ses choix et parfois lui permettre de voir ce que personne n'a encore remarqué. Sachez que, en général, l'entourage du décideur privilégie l'attention sur l'accessoire, mais pas toujours l'essentiel. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ils sont de mauvaise foi, mais simplement ils n'ont peut-être pas les outils et méthodes permettant de rechercher les causes racines ou d'aller à l'essentiel. D'accord? Parce que c'est un métier, le conseiller stratégique. On n'est pas conseiller stratégique de manière empirique, on n'est pas conseiller stratégique par la fonction, on n'est pas conseiller stratégique de manière empirique, mais on est conseiller stratégique par la formation. D'accord? Et donc, suite à une formation, si je peux m'exprimer ainsi. Alors donc, mon rôle, c'est d'aider à distinguer donc l'essentiel de l'accessoire, d'aider le décideur à comprendre les conséquences possibles de ses choix et parfois lui permettre de voir ce que personne n'a encore remarqué. Car au fond, chère madame, la difficulté n'est pas de prendre une décision lorsque tout est clair. La difficulté est de décider lorsque l'incertitude demeure. Encore qu'il faut bien comprendre, évaluer l'incertitude, car cette évaluation a une cotation. Quelle est la priorité de l'incertitude, etc., etc. C'est dans ces moments-là que la valeur du conseiller stratégique apparaît pleinement. J'ajouterais même que les organisations les plus performantes ne sont pas forcément celles qui disposent des meilleurs moyens. Ce sont souvent celles qui ont les meilleures décisions au bon moment. Alors, pour terminer sur cette question, chère madame, il faut savoir quand même que derrière les grandes décisions, il y a souvent un travail discret d'analyse, d'anticipation, de dialogue et d'échange stratégique. C'est précisément ce travail que je réalise au quotidien dans toutes les organisations. Monsieur Passy, à vous écouter, on comprend que le conseiller stratégique n'est pas simplement un expert expérimenté. C'est donc un professionnel qui doit apprendre à voir, comprendre, anticiper et influencer. Pourquoi est-il devenu indispensable aujourd'hui de former spécifiquement les futurs conseillers stratégiques? Quand vous dites pourquoi est-il indispensable aujourd'hui de former spécifiquement les conseillers stratégiques, j'ai une foultitude de réponses qui arrivent. Il faut que je fasse un effort de structurer tout cela. Ça aussi, ça fait partie de notre métier, c'est-à-dire structurer la réponse. Et donc, dans cette structuration, j'aimerais dire que c'est un métier qui ne s'improvise pas. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont devenus conseillers auprès des hautes autorités dans les entreprises de manière empirique, soit par l'expérience, la fonction, la proximité, les passe-droits, autre chose, ou quelquefois même le diplôme. Alors, beaucoup pensent que conseiller consiste à donner un avis. Beaucoup pensent que conseiller consiste à introduire des chiffres, plutôt des fiches auprès des responsables. Beaucoup pensent que conseiller consiste à introduire des notes auprès des responsables. En réalité, conseiller consiste à aider un décideur à prendre une meilleure décision. Donc, il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est un décideur, parce que n'est pas décideur qui le veut. Ensuite, qu'est-ce que c'est la meilleure décision? Comment se présente le processus décisionnel? D'accord? Et comment tout cela se passe? Nous avons l'expérience pour vous accompagner dans le changement de posture. Alors, j'étais en train de dire, conseiller ne consiste pas à donner son avis, à introduire des fiches. Vous n'êtes pas conseiller parce que vous êtes intelligent ou expérimenté. C'est stratégiquement faux, techniquement faux, opérationnellement faux, intellectuellement faux.
le conseiller doit développer une posture particulière. Il doit apprendre à écouter, à analyser, à anticiper, à influencer, à construire la confiance, à comprendre les enjeux du décideur, à produire des recommandations applicables. Il doit surtout accepter une réalité essentielle. Son objectif n'est pas d'avoir raison. Son objectif est d'aider le décideur à réussir. Un bon conseiller n'est pas celui qui a toujours raison, c'est celui dont les recommandations produisent du résultat, produisent de l'impact. C'est un changement de posture majeur. Oui, j'entends en écho des personnes dire « mais moi aussi je sais analyser, je sais anticiper, je sais influencer, je sais construire, je suis capable de comprendre les enjeux du dirigeant ». Il vous manque certainement les outils et méthodes vous permettant d'avoir une pensée systémique et aussi une compréhension globale et transversale de chaque phénomène dans un processus complexe d'élaboration de la décision du décideur. Le décideur à réussir. Un bon conseiller, donc, n'est pas celui qui a toujours raison, mais c'est celui dont les recommandations produisent des résultats. À vous écouter, Monsieur Passy, la formation, vous en faites beaucoup des formations de conseillers stratégiques parce que c'est pas très courant, c'est pas très connu, c'est pas très usité, on va dire. C'est pas très connu, ça n'existe presque pas. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les organisations évoluaient dans des environnements relativement stables. L'expérience permettait souvent de prévoir l'avenir à partir du passé. Aujourd'hui, chère madame, cette logique a atteint ses limites. Nous vivons dans un monde où les informations circulent en permanence, où les crises se propagent rapidement et où les décisions prises ici peuvent produire des effets à l'autre bout du monde. La complexité, comme je vous l'ai dit, augmente plus vite que notre capacité à la comprendre. Aujourd'hui, les sociétés commencent avec l'intelligence artificielle à devenir des sociétés aussi augmentées, d'accord? Or, vous savez bien que suite à ces augmentations, notre compréhension devient insuffisante. Et quand l'incompréhension des situations, phénomènes, problèmes est insuffisante, forcément, la décision, elle aussi, est fragile. C'est précisément pour cette raison que nous avons pensé que les organisations vont toujours et de plus en plus, de mieux en mieux avoir besoin de conseils stratégiques, non pas empiriques ou issus de la fonction ou de l'autorité, mais plutôt formés. Des femmes et des hommes capables de prendre de la hauteur lorsque tout le monde regarde l'urgence, étant les former pour qu'ils puissent justement apporter à nos décideurs qui souffrent de ces déficits des réponses adéquates pour mieux éclairer leurs décisions. Nous formons des conseillers pour pouvoir être capables de relier les informations dispersées et leur donner du sens. C'est à ce moment que nous avons une discipline qu'on appelle l'intelligence stratégique intervient, d'accord, pour être capable d'identifier les risques, mais aussi les opportunités sur chaque situation. Nous formons les décideurs pour les aider excusez-moi la tautologie, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est pour les aider j'ai du mal à le faire, mais je finis par le faire, les aider à aider les décideurs à voir plus loin, plus large et parfois plus vite que les autres. Mais surtout, nous souhaitons former des conseillers stratégiques capables de comprendre qu'une décision n'a de valeur que lorsqu'elle produit un impact positif et durable. D'accord? Pour nous, former un conseiller stratégique, ce n'est pas seulement transmettre des outils ou des méthodes, c'est former un professionnel du discernement. Notre formation vise à former des professionnels du discernement, un professionnel donc capable de transformer la complexité en compréhension, comme je l'avais dit tout au début de mon intervention, la compréhension en décision et la décision en action. Car au fond, vous le savez très bien, madame, les organisations qui réussiront demain
ne seront pas forcément celles qui disposent de plus de ressources, elles seront celles qui prennent les meilleures décisions au bon moment. J'aime l'histoire de Singapour, parce que Singapour résume pour moi, à travers la mise en œuvre de la stratégie de l'excellence, ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette organisation a réussi, ce pays qui n'a ni pétrole, ni grand territoire, a réussi parce que les dirigeants ayant été conseillés, d'accord, ont réussi à prendre des bonnes décisions. Je ne dis pas que les autres dirigeants n'ont pas été conseillés, mais nous revendiquons le souhait, le désir de former les conseillers afin que ces derniers puissent apporter des meilleurs outils et méthodes dans la définition, l'élaboration et la prise de décision des décideurs. C'est toujours passionnant de vous écouter et avec quel bonheur vous pouvez nous transmettre toutes ces informations et toute cette richesse de connaissances bien sûr de terrain. Si vous deviez résumer en une seule phrase ce que c'est le conseiller stratégique. La prochaine formation pour savoir comprendre ce que c'est le conseiller stratégique aura lieu du 12 au 28 octobre à Paris, de 16h à 21h, en distanciel et présentiel pour ceux qui le souhaitent. Pourquoi cette formation? Parce que nous voulons aider les conseillers empiriques à devenir des conseillers professionnels. Nous voulons aider ceux qui, par la fonction, l'expérience ou le diplôme, sont devenus des conseillers postes, etc. Nous voulons leur apporter ces outils et méthodes qui vont les permettre d'aider les décideurs et les équipes à transformer toute complexité en face en décisions utiles et les décisions en résultats durables, mesurables et quantifiables. Merci beaucoup, Monsieur Passy, pour cet échange particulièrement enrichissant. Merci également à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode dans Au cœur de la vie des équipes. À très bientôt.